l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes caliméros, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente le jeu Boss. Boss, en fait, ce que c'est un jeu de placement d'ouvriers avec une certaine programmation où les joueurs vont avoir un nombre de pions limité pendant la partie, c'est-à-dire 20 jetons ouvriers qui vont utiliser. Et une fois qu'on utilise un jeton ouvrier, eh bien, on le perd pour le reste de la partie. Donc, on a 20 actions au total et il faut être capable de bien les gérer. Boss, c'est aussi un jeu qui nous provient de la compagnie Splotter-Spellen et cette version-là, cette édition, c'est la nouvelle qui a été publiée pour le 20e anniversaire par Capstone Games ainsi que Splotter. C'est un jeu qui date de 1999, c'est le deuxième placement d'ouvriers ever à jamais. Moi, quand j'ai su que c'était Splotter-Spellen qui avait fait ce magnifique jeu, ça a immédiatement piqué ma curiosité parce que comme vous pouvez voir ici, c'est mon petit spot de jeu de Splotter-Spellen, une compagnie qui nous a fait Rosenbots, Food Chain Magnate, Indonesia, donc des jeux très interactifs à saveur euro. Et Boss est leur jeu le plus simple qui a été produit avec très peu de règles. Donc dans cette vidéo, vous verrez comment jouer à Boss et ensuite de ça, je vous dirai ce que je pense de ce beau petit bijou-là. Puis je vous ferai en fait une espèce de critique générale sur l'apparence du jeu, etc., etc. Bref, allez voir ça. On se revoit tantôt. Ciao! Voici une mise en place pour 3 joueurs. Alors la première chose à noter, ce sont les composantes des joueurs, c'est-à-dire des bâtons de la couleur spécifique dont le joueur veut jouer. On aura aussi des pions très génériques. On en aura 21 et 20 seront utilisés comme étant des pions pour placer à différents endroits puisque c'est un placement d'ouvriers. Et finalement, on va avoir 5 autobus de notre couleur. Ici, présentement, vous en voyez 4 puisque le 5e sera placé dans la piste des autobus ici. Selon l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire la couleur, vous en placez un. Finalement, on a placé aussi des time stones que l'on appelle donc des pierres de temps. Elles seront placées directement à côté de la machine à voyager dans le temps. Vous pouvez voir ici aussi que la machine à voyager dans le temps va indiquer à différents moments différents endroits où les passagers veulent se diriger. On va commencer sur les maisons. Finalement, on va donner le jeton du premier joueur au premier joueur. Donc, par exemple, ça pourrait être le bleu qui commence. On va avoir une pléthore de différents pions comme ceci. Donc, ces pions-là vont être placés, ce seront des différentes localisations. On va toujours placer les pions de cette manière-là, c'est-à-dire il y a des chiffres numérotés de 1 à 4. Donc ces chiffres-là, numérotés de 1 à 4, on va toujours cacher les chiffres 1. Ensuite, une fois que tous les chiffres 1 sont placés en jeu, on place les chiffres 2 et finalement chiffre 3 et finalement chiffre 4. Ce qui indique une première manière de terminer la partie, c'est-à-dire que lorsque tous les endroits numérotés ont été utilisés par des jetons, eh bien ça déclenchera la fin de partie. Et finalement, vous allez placer en fait de côté différents meeples, donc les différents passagers, qui apparaîtront soit la gare qui est en bas au sud est, si je ne m'abuse, et nord-ouest, c'est comme ça, non, c'est sud-ouest, nord-est, donc voilà, donc vous aurez en fait ces deux endroits-là où est-ce que vous pourrez placer différents pions. Et finalement, vous avez ici la piste de points, donc si vous pouvez voir ici à l'écran, la piste ne va pas au-delà de 20 points puisque c'est un jeu, ça va être, je veux dire, moi j'ai pas vu beaucoup de parties aller en haut de 12. La partie que j'ai vue qui avait le plus de points, c'était vraiment 12. On ne fera pas beaucoup de points à ce jeu-là. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous expliquer comment est-ce que l'on fait des points. Bien, c'est très simple dans le jeu. Alors la seule chose qu'on va devoir faire, ce sera d'amener des personnages, des passagers, vers un endroit de prédilection à chaque tour. Donc, par exemple, si on avait 2 passagers qui étaient ici et que nous avions une maison qui est au numéro 1,
Eh bien, tout ce que je ferais, c'est que je placerais un de mes pions sur l'action vroom, ce qui me permettra de déplacer un nombre de passagers équivalent au nombre d'autobus que j'ai. Donc, présentement, j'ai un seul autobus au début de la partie. Je transporterai donc un passager vers son endroit de prédilection et ainsi je ferai un point. Évidemment, il ne peut y avoir qu'un seul et unique passager par localisation, ce qui fait en sorte que celui-ci devra être placé dans une autre maison. Il reste 2 étapes pour la mise en place et qu'on puisse débuter la partie. Et ces 2 étapes sont faites en fait de façon interactive, c'est-à-dire que chaque joueur va décider, un à la suite de l'autre, pour la première étape, de placer 2 bâtiments, 2 localisations sur un endroit quelconque sur le plateau. Et comme j'ai expliqué auparavant, il faut tout d'abord remplir les localisations numérotées par le 1. Donc, par exemple, le joueur vert pourrait placer un pub ainsi qu'une mallette ici pour représenter le travail. Le joueur, en fait, ce serait le joueur bleu puisque c'est lui qui commence. Au tour maintenant du joueur mauve, puisqu'on va dans le sens horaire. Donc ici, on va dans le sens horaire, ce sera au vert, pardon. Oh oh, on commence déjà à être compliqué avec tout ça. Alors, on placerait ces deux-là comme ça. Et finalement, bon, le mauve veut être un petit peu wild. Il va placer 2 pubs à 2 endroits différents. Une fois que c'est fait, eh bien maintenant, les joueurs feront la deuxième étape de la dernière étape de mise en place, c'est-à-dire placer chacun leur tour un chemin sur le plateau, et ce, en alternation. Un petit peu comme à Catan, où est-ce que le premier joueur va placer son premier chemin, donc il pourra le placer où il veut, par exemple, le bleu pourra le placer ici. Le vert va placer ensuite de ça son chemin, par exemple, ici. Le mauve va placer son chemin, ben pourquoi pas ici. Et finalement, ce sera encore autour du mauve, ensuite au vert et finalement au bleu. Donc, on va faire ça, comme ceci. Et le vert, bien évidemment, il faut toujours, par contre, suivre le chemin que l'on a commencé. Donc, si je vous donne un exemple, ici, le vert qui s'est placé sur la Verzinga Street ne pourra pas placer un autre chemin ici, par exemple. Donc, il va devoir se placer ailleurs. Il va devoir se placer toujours en continu avec les chemins qu'il a déjà placés au préalable. Donc, tiens, pourquoi pas, il va s'en aller comme ceci. Et finalement, le bleu doit continuer encore une fois. Ben, lui, il décide de prendre possession, de prendre le contrôle de cette gare-là. On est maintenant prêt à commencer la partie. Alors, pendant son tour, un joueur peut faire 2 différentes actions, c'est-à-dire placer un ouvrier en jeu ou passer. Alors, le joueur bleu, par exemple, pourrait le placer sur l'action Line Expansion. Ceci étant dit, toutes les cases sont numérotées en fait de A à F, mais parfois de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Peu importe les lettres, lorsque l'on va placer un ouvrier pendant son tour, on le placera toujours sur l'endroit le plus à gauche du plateau. Une fois que le joueur bleu a fait son tour, c'est maintenant rendu au joueur vert qui, lui, par exemple, prendra la case juste en dessous et certaines cases, notamment la case de bus, la case de voyage dans le temps et finalement la case de joueur qui va débuter le prochain round, sont uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul et unique ouvrier qui pourra faire cette action-là en question. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est au tour du joueur mauve. Eh bien, le joueur mauve, pourquoi pas, va s'installer sur le vroom. Ensuite de ça, le joueur bleu, lui, pourrait décider encore une fois de se placer sur le même endroit où est-ce qu'il s'est placé auparavant. Donc, placer 2 jetons de 2 pions sur le Line Expansion. C'est maintenant rendu au vert. Et là, le vert, pourquoi pas, va placer son pion sur le Line Expansion aussi. Suite à ça, le mauve, lui, va en profiter pour le placer sur les passagers. Le bleu décide de passer. Une fois que vous passez, ben c'est simple, vous ne pouvez plus placer de jetons du tout. Maintenant, c'est rendu au tour du vert. Et là, j'ai oublié. Hein? Donc, le vert, c'est maintenant rendu son tour. Et pourquoi pas, le vert va décider volontairement de placer un pion sur les buildings. Suite à cela, eh bien, pourquoi pas, le mauve va décider de se placer sur le Line Expansion à son tour. Et finalement, le vert va décider de passer. Quand on passe à ce jeu-là, c'est important de savoir que vous ne pouvez plus placer de pions
Et ça donne l'opportunité aux autres d'avoir le champ libre pour placer tous les pions qu'ils veulent, puisque là, étant donné que le bleu et le vert ont passé, maintenant, le mauve pourrait placer tous ses pions s'il ou elle le désire, là où il y a des endroits disponibles. Ceci étant dit, pour le bien de l'exemple, eh bien, le mauve va tout simplement passer. Et donc là, on termine en fait la phase de placement d'ouvriers. Donc on est prêt à débuter la séquence de programmation ou de placement d'ouvriers. Malgré que l'on se soit placé de gauche à droite, eh bien, il se peut que l'action, la séquence se passe de droite à gauche, ce qui est le cas pour le line expansion. Alors, le line expansion, eh bien, vous voyez, en fait, quand je vous disais on ne prend pas note des lettres de A à F, eh bien, maintenant, c'est ce qu'on prend en note pour voir comment est-ce que l'on active les différentes lignes. Donc là, c'est vraiment important puisque là, on va regarder ici le line expansion. On va regarder le premier joueur qui va agir, c'est-à-dire le mauve. Le mauve va regarder la colonne ayant le plus d'autobus. Donc, peu importe la couleur, et ça, je le répète, peu importe la couleur, eh bien, ça va déterminer le nombre d'actions qu'un joueur va pouvoir faire selon les différentes actions qui sont juste au-dessus de la machine à voyager dans le temps. Présentement, en début de partie, on n'a qu'une seule et unique autobus dans chacune des lignes, ce qui veut dire que le mauve va faire son action et cette action-là pourra être faite une fois à cause qu'il y a un seul autobus dans chacun des réseaux. Maintenant, je regarde mon réseau et comme mentionné auparavant, lorsqu'on place une nouvelle ligne par rapport à son réseau, eh bien, je ne peux pas tout d'abord la placer n'importe où sur le plateau. Elle doit toujours suivre mon chemin qui a été fait. Deuxièmement, important de noter que lorsque je vais placer des lignes sur mon réseau, c'est important, c'est crucial de savoir quelles sont les deux extrémités de mon réseau. C'est-à-dire que présentement, mon réseau va s'étendre d'ici à ici. Je ne pourrais pas donc placer de réseau, par exemple, ici, puisque là, je créerais une intersection et donc ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne pourrais pas le placer ici non plus d'ailleurs. Donc, il faudrait que je le place sur une des différentes rues qui est ici, ou placer sur une des rues qui sont libres sur cet espace-là. Puisque je ne peux pas non plus me placer adjacent à un autre joueur, la seule et unique exception à la règle par rapport à ça, c'est si on avait par exemple un joueur qui était entièrement bloqué dans une de ses extrémités, alors à ce moment-là, le joueur pourrait choisir une des différentes lignes et s'installer sur la même rue. Donc ce serait la seule situation, c'est le seul cas échéant où ça aurait lieu. Ceci étant dit, présentement, ce n'est pas le cas. Donc, le joueur mauve va tout simplement prendre sa ligne d'autobus et la placer sur le Gauge Road pour avoir accès maintenant à la gare. Donc, une fois que c'est fait, on passe au prochain joueur. Et là, l'importance, c'est crucial de comprendre, encore une fois, le nombre d'autobus équivaut au nombre d'actions que l'on va faire selon la ligne. Cependant, tous les joueurs subséquents au premier joueur vont voir leur action soustraite de 1 après l'autre. C'est-à-dire que là, présentement, le vert va faire l'action Line Expansion selon la ligne qui a le plus d'autobus, moins 1. Ici, ça va être moins 2. Ici, ce sera moins 3, jusqu'à concurrence de 0. Donc là, vous avez déjà compris que présentement, le vert va faire l'action de Line Expansion de 1 moins 1, c'est-à-dire 0. 1 moins 2, c'est-à-dire 0. Et 1 moins 3, c'est-à-dire 0. Une fois que l'on a conclu d'ailleurs un espace, eh bien tous ces pions-là sont retirés complètement du jeu, c'est-à-dire que les joueurs ne pourront plus les utiliser. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je les place dans le sac que l'on a pour le rangement. Donc, on le sait présentement que ces pions-là ne peuvent plus être utilisés du tout pendant la partie. Une fois qu'on a complété la première action, on va ensuite à l'action Boss. C'est-à-dire qu'ici, le joueur ayant placé le pion qui lui appartient pourra placer maintenant un nouvel autobus dans sa ligne, c'est-à-dire comme ceci. Donc maintenant, à partir de là, toutes les actions qui vont être au-dessus de la machine à voyager dans le temps
vont être de 2. Le deuxième joueur va faire 2 moins 1, le troisième 2 moins 2, le quatrième 2 moins 3 et ainsi de suite. On passe ensuite à l'action passager. Alors le joueur mauve, le seul joueur qui s'est installé à cet endroit-là, pourra décider de placer 2, ben oui, parce que maintenant, on a 2 autobus, la ligne la plus complète, ben la ligne la plus grande étant la ligne du vert. Le mauve va pouvoir placer 2 petits pions sur une des 2 gares. Évidemment, le joueur mauve va les placer sur cette gare-ci parce qu'il ou elle veut faire des points. On a terminé ceci, donc là maintenant, le pion du mauve est retiré. On arrive maintenant au building, et là le building, comme vous le voyez ici présentement, est numéroté de A à F de droite à gauche, ce qui veut dire que présentement, le joueur qui place son pion en premier sur cet espace, eh bien, ce serait le dernier en théorie si tous les autres espaces avaient été occupés. Ceci étant dit, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, le joueur vert va maintenant placer 2 bâtiments sur des emplacements tout en respectant les règles de placement, c'est-à-dire il faut compléter les localisations numérotées 1 et par la suite, eh bien, on pourra commencer à faire le numéro 2. Donc, le joueur vert va faire comme ceci. On a maintenant l'espace de voyage dans le temps. Cet espace-là est particulier puisque c'est un espace où est-ce que le joueur a le choix de ne pas faire l'action. L'action est très simple, c'est-à-dire que si je décide de rien faire, eh bien je perds mon pion, je l'enlève. Si je décide de faire l'action par contre, eh bien ce qui va se passer à sa plus simple forme, c'est que le joueur va prendre tout d'abord une pierre de temps et va décider d'arrêter le temps. Au sens où est-ce que à chaque fois que l'on va passer par la machine à voyager dans le temps, l'aiguille va se déplacer de 1 vers le futur, c'est-à-dire dans la séquence dans le sens horaire, c'est-à-dire de la maison au travail, du travail au pub, du pub à la maison, et ainsi de suite. Maintenant, c'est important de savoir que ce sont les 2 seules possibilités, c'est-à-dire qu'un joueur ne pourrait pas décider de passer 2 fois par-dessus. Non, soit qu'on ne fait rien, donc le temps va avancer, ou on arrête le temps, on prend une pierre de temps, et on garde l'aiguille là où elle est actuellement. Les pierres de temps vont nous valoir moins 1 point en fin de partie, mais c'est aussi le bris d'égalité. S'il y a une égalité, on regarde le joueur ayant le plus de pierres de temps et ce joueur-là va devenir vainqueur. Donc c'est un couteau à double tranchant toujours de fonctionner avec ces pierres-là, puisque si je les enlève, ben, je perds 1 point, mais en même temps, ça me permet d'avoir le tiebreaker, le bris d'égalité. Donc là, présentement, il n'y a personne qui s'est placé là, pas de problème. Donc, l'aiguille va passer du travail, de la maison au travail. Suite à cela, on va avoir maintenant le vroom. Vroom, c'est la manière principale que l'on va faire des points. Le mauve s'est installé ici, et là, c'est là où est-ce que ça a une importance, une incidence, si on a beaucoup d'autobus dans notre ligne ou non, puisque là, on va regarder notre ligne personnelle, donc on va regarder la ligne du joueur mauve. Le joueur mauve n'a qu'un seul et unique autobus, ce qui veut dire qu'il ne pourra que déplacer un seul et unique passager par pion qu'il a ou elle a installé sur le vroom. Au sens où est-ce que si il ou elle avait placé 2 pions, ben là on pourrait utiliser un pion pour déplacer un personnage, un deuxième pion pour déplacer un deuxième passager. Donc, présentement, il n'y avait qu'un seul et unique pion. Et là, comme on peut voir ici, les passagers se dirigeront au travail. Donc là, on prend un passager et on l'amène au travail si l'on est apte à pouvoir le faire. Si on ne peut pas faire de déplacement vers l'endroit de prédilection selon la machine à voyager dans le temps, eh bien, on ne peut pas bouger de passager. Présentement, par contre, on peut le faire puisqu'on a la possibilité de se transférer ce passager-là
de la gare jusqu'au travail. Alors maintenant, félicitations, le joueur mauve a maintenant gagné un point, super. Et il reste finalement la dernière action qui est le starting player, donc le joueur qui va commencer la ronde. Présentement, il n'y a personne qui l'a fait, mais si le mauve avait décidé de se placer ici, eh bien le mauve prendrait le jeton premier joueur, le prendrait devant lui ou elle, et il ou elle serait le ou la premier joueur pour le prochain round. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas. Donc, présentement, on a terminé un round. Comme j'ai dit, s'il n'y a personne qui a utilisé l'action du starting player, du premier joueur, eh bien, le jeton de premier joueur se déplace dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et donc, le joueur vert sera le premier joueur au prochain round. Donc là, vous constatez présentement qu'il n'y a pas de round spécifique, il n'y a pas de nombre de manches que l'on doit faire. C'est vraiment, en fait, selon trois conditions de fin de partie. La première qui va déclencher la fin de partie immédiatement sur le champ, ce sera si l'on récupère la cinquième pierre, la pierre de temps. Dès qu'on récupère la cinquième pierre de temps, eh bien, on coupe l'herbe sous le pied des joueurs qui ont installé des pions pour le vroom. Ces joueurs-là ne pourront pas faire leur action. On termine la partie, on regarde le nombre de points. Le joueur ayant le plus de points gagne. En cas d'égalité, les pierres de temps vont briser celle-ci. La deuxième manière, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque tous les endroits, en fait, tous les espaces, les localisations sont couverts par des bâtiments, c'est-à-dire quand tout ça est fait, eh bien, on continue le round et une fois que le round est terminé, on regarde qui a le plus grand nombre de points. Celui ou celle qui a le plus grand nombre de points gagne. En cas d'égalité, encore une fois, les pierres de temps vont briser l'égalité. Et la troisième manière, c'est s'il n'y a qu'un seul joueur qui lui reste des pions, des ouvriers à la fin d'un round, eh bien, ça se termine immédiatement aussi. Donc, on a toujours cette espèce de dynamique-là à savoir jusqu'à quel point qu'on veut installer des pions sur le plateau pour être capable de ne pas être justement pris avec, par exemple, 4 pions que l'on n'a pas utilisés pendant la partie. Ou être capable d'attendre et d'être patient pour les prochains rounds pour rendre l'utilisation de nos pions pertinente. Donc, c'est ce qui fait le tour, en fait, vraiment, de comment est-ce qu'on termine la partie. Il me reste, en fait, un élément à vous expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer le prochain round. Comme vous pouvez voir, tout a été remis à zéro. Maintenant, on va recommencer. Donc, à partir du joueur vert, le joueur vert va sélectionner une action ou passer, va placer un ouvrier à partir de la gauche. Après ça, joueur mauve, joueur bleu, joueur vert, joueur mauve, joueur bleu, etc., etc. Et maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire les différentes actions. Arriver à la machine à voyager dans le temps. Évidemment, s'il n'y a personne qui arrête le temps, l'aiguille va tourner naturellement. Et s'il y avait, dans ce cas-ci, je vais vous donner un exemple concret, s'il y avait un pion, comme par exemple le passager qui est ici, qui était sur une intersection où il y a le bâtiment de prédilection, eh bien, tout ce qu'il va faire, il n'y a pas besoin d'un autobus pour traverser la rue, il va juste simplement se diriger vers le prochain endroit de prédilection. Donc, comme par exemple, cet espace-ci, ici, dès qu'on enclenche, en fait, le travail, eh bien, lui, il va s'en aller automatiquement vers le pub par la suite. Mais une fois que l'on arrive à la maison, eh bien là, on le fait descendre du pub et là, on le sait que lui sera disponible pour être déplacé vers une maison. Donc là, on pourrait l'installer ici, le joueur mauve pourrait le faire puisqu'il y a accès à ce passager-là. Mais de l'installer ici, par contre, permettra au joueur vert de peut-être l'utiliser à son tour puisque là, le joueur vert a accès à ce passager-là, étant donné que son réseau débute à partir de cette intersection-là. Maintenant, côté matériel, je dirais que le jeu, moi, je le trouve très, très beau. C'est pas un matériel qui est hors du commun, qui est extraordinaire, qui est wow, plus. C'est vraiment des jetons, des pièces en bois, ainsi que des jetons de carton. Le plateau est très coloré, il est très intéressant. Malgré que
le nom des rues soit complètement inutile au niveau ludique, au niveau du jeu. C'est simplement drôle de lire les différents noms des rues. Il y a des petits Easter eggs, donc des espèces de petites blagues, comme par exemple, on a la Roll and Move Road, on a le Strategy Street. Donc, il y a vraiment des espèces de des petites références comme ça que certains joueurs pourront trouver drôles. Sinon, tout est super fonctionnel. Je trouve que le jeu est très, très clair. C'est sûr certain que pour le prix, bon, on ne paye pas pour beaucoup de matériel, mais ça, je reviens avec ça dans ma critique personnelle. Un petit nota bene, j'ai omis une règle très spécifique concernant en fait la partie qui implique 5 joueurs. Donc, peu importe le nombre de pions ouvriers qu'il y aura sur une ligne à 5 joueurs, et bien dès qu'on place un pion en jeu, ce pion-là nous permettra de faire l'action en question où on le placera une fois. Donc si c'est line expansion, donc une extension de ligne d'autobus, ben, je pourrais placer un bâton, une ligne de réseau. Si c'est un passager, je placerai un passager, etc., etc. Donc, c'est vraiment la seule et unique règle qui change à plusieurs joueurs. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, un top 10 de mes placements d'ouvriers favoris. La mécanique de placement d'ouvriers n'est pas une mécanique que j'affectionne particulièrement, mais Boss est venu me charmer à un point tel que on a expliqué les règles, on m'a expliqué les règles, et dès qu'on avait terminé d'expliquer les règles, je le savais que ce jeu-là allait devenir mon placement d'ouvrier favori de tous les temps. J'ai une dizaine de parties et chaque partie est unique. C'est vraiment un jeu très interactif où est-ce qu'on va bloquer les autres vont nous bloquer, on va donner des opportunités aux autres joueurs sans s'en rendre compte. Donc il y a une espèce d'effet, une réaction en chaîne, donc vraiment une espèce de cascade qui peut se faire sans qu'on s'en rende compte. Donc ça, c'est le premier point qui est super intéressant pour moi. Le deuxième point intéressant, c'est le fait qu'on a 20 pions, 20 jetons, et il se peut fort bien que ces jetons-là ne nous permettent pas de faire des actions. Donc, il faut toujours bien calculer nos coûts et estimer quand c'est le bon moment pour essayer de compétitionner pour un espace et quand il faut se retirer de la course. Parce que oui, ce jeu-là est sensiblement, c'est faire la distinction entre quand est-ce que c'est le temps de foncer, de faire un sprint et de compétitionner contre les autres joueurs pour un espace, alors que certains moments, on décide de se retirer de la course, de faire, bon ben moi, je vais passer. Donc, on a toujours cette espèce d'élément-là que moi, je trouve super intéressant, de choix déchirant, de se poser la question, qu'est-ce que les autres veulent faire versus qu'est-ce que moi, je veux faire. La troisième élément, moi, qui m'a beaucoup charmé de Boss, c'est le fait qu'on a une interaction, on a beaucoup de discussions qui peuvent se passer autour de la table. On pourrait jouer ce jeu-là de façon complètement silencieuse, mais c'est pas là l'intérêt. L'intérêt vient vraiment du fait de partager en fait notre opinion sur ce que les autres joueurs vont faire, sur comment est-ce qu'ils vont jouer leurs cartes, qu'est-ce qu'ils ont en tête, les plans à long terme, etc., etc. Donc pour moi, je trouve que ça c'est super intéressant, surtout provenant d'un placement d'ouvriers qui habituellement c'est un jeu très... les jeux de placement d'ouvriers en général, l'interaction autour de la table, c'est centré sur soi, c'est un peu centré sur notre performance personnelle. On ne bloquera pas nécessairement les autres joueurs comme on peut le faire à Boss. Autre élément que j'adore et que je me rends compte que j'aime beaucoup, qui a été emprunté de Boss dans Dominant Species, c'est-à-dire l'espèce de programmation de placement d'ouvriers. On va placer nos ouvriers, oui. On va les placer à différents endroits, d'accord, mais on ne fait pas l'action immédiatement. C'est-à-dire qu'on va avoir cette espèce de réaction-là qui va se passer, c'est-à-dire que A va mener vers B, qui va mener vers C, etc., etc. Donc, la programmation qu'on va faire et là qu'on exécute les différentes actions, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça rend le jeu dynamique, ça rend aussi le jeu super intéressant au niveau de la réflexion que l'on amène. C'est-à-dire, OK, tel joueur veut faire telle action, alors moi, à ce moment-là, je peux faire telle autre action parce qu'il vient de m'ouvrir une porte, il vient de me donner une opportunité, etc., etc. Ou même au contraire, ça va me dire, ben non, va-t'en pas dans cette direction-là parce que ça se peut fort bien que tu te fasses couper l'herbe sur le pied. J'aime énormément cette interaction-là.
Au niveau maintenant des points négatifs, je pense que le premier, on ne se le cachera pas, c'est un jeu qui est très dispendieux. C'est un jeu qui tourne dans les environs de 90$ canadiens. En Europe, je ne sais pas trop. Probablement que c'est un jeu qui va être disponible en import. C'est un jeu qui est seulement disponible en anglais. Ceci étant dit, il n'y a pas vraiment de texte et on a vraiment ces 4 pages de règles. Là, je pourrais vous montrer. Là, regardez, c'est vraiment une espèce de petit feuillet. Là, c'est pas très... c'est ça, là, les règles. Ça tient sur une seule et unique page. Donc, c'est peut-être un point négatif pour certaines personnes. Ceci étant dit, je vous ai expliqué les règles, donc voilà. Et ce sont les règles complètes d'ailleurs. Mais pour revenir au prix, je pense que certains joueurs vont être déçus de voir très peu de matériel, pas beaucoup de composantes, puis ça, dans la boîte. Pour ma part, je trouve que je pense que dans le fond, le gameplay, l'expérience de jeu vient vraiment compenser pour peut-être le petit manque de matériel. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas beaucoup de matériel tant qu'il y ait une expérience de jeu qui est vraiment intéressante, mais je le sais que pour certains, ça penche beaucoup dans la balance et je le comprends, il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est que ce n'est pas un jeu de salade de points, donc on ne fera pas une tonne et quart de points, donc il faut être très conscient qu'on s'embarque dans un jeu où est-ce que les joueurs peuvent faire entre 0 et 13, 14, 15 points si ça va très très bien. J'ai déjà eu des parties qui ont fini dans le score de 3, 1, 1, 0 ou même ça a terminé à 1, 1, 1, 0. C'est pas rare que ça... C'est rare que ça arrive, là. On espère que ça arrive le moins possible. Mais quand même, ce ne sont pas des choses qui sont inusitées ou qui sont impossibles qui arrivent. Donc, certains joueurs vont peut-être trouver ça un peu fatigant de devoir travailler autant que ça pour obtenir des points, c'est-à-dire faire 4, 5, 6, 7, 8 actions pour obtenir un seul et unique point. Certains joueurs pourront peut-être avoir de la difficulté avec ça. C'est un jeu aussi qui peut peut-être amener à l'analysis paralysis, donc une espèce de paralysie analytique qu'on est là en train d'analyser puis essayer de voir toutes les possibilités. Malheureusement, ce n'est pas un jeu que je pense qui peut être analysé de fond en comble puisque l'interaction autour de la table est tellement présente et ce que les autres joueurs vont faire est tellement prioritaire pour connaître et pour se faire un coup que si les joueurs qui veulent trop analyser ce jeu-là, ça peut devenir un petit peu fatigant. C'est un casse-tête aussi, c'est vraiment une espèce de tir de souk à la corde, on va tirer la corde chacun de notre côté. Donc certains joueurs peut-être pourraient trouver ça un petit peu inintéressant, mais pour moi, ce sont que des... Présentement, c'est pour moi les points négatifs que je mentionne actuellement, ce ne sont que des points positifs. Je trouve ça magnifique de devoir se casser la tête, de devoir essayer de faire son chemin à travers toutes ces restrictions-là. C'est un jeu sublime et c'est mon placement d'ouvrier favori de tous les temps. C'est un jeu qui dure pas super longtemps aussi, donc ça c'est super intéressant. Ils disent 2 heures sur la boîte. Moi, la plupart de mes parties ont duré entre 1h15, 1h30, et ça entre 3, 4 et 5 joueurs. Boss, c'est un jeu fabuleux que je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que ce jeu-là, on dirait que c'est un jeu qui aurait pu être fait en 2019, en 2020. Tellement d'actualité, tellement différent, tellement distinct, simple et efficace, droit au but. À la limite, peut-être des fois abstrait, oui, le thème n'est pas nécessairement aussi présent que l'on le voudrait. Mais ça reste quand même un excellent casse-tête dynamique, où est-ce que l'interaction est vraiment, vraiment présente et où il faut énormément considérer ce que les autres joueurs font. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour avec Boss. Maintenant, écoutez, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Boss? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un hit avec vos amis, vos joueurs récurrents? Est-ce que vous pensez que ce jeu-là pourrait être fait pour vous? Qu'est-ce que vous pensez des jeux qui sont dispendieux pour le peu de matériel? Est-ce que vous êtes de mon avis ou est-ce que pour vous, c'est important qu'on ait une boîte bien garnie si on paye près des centaines de dollars pour un jeu? Donc, enfin bref, laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur Instagram et finalement de liker notre page Facebook. Tous les beaux petits liens de ces différents médias sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo.
Et sur ce, merci encore de m'avoir écouté. C'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.